Est-ce que vous aimez les monstres au cinéma? Parce que moi, oui. Et on va pas faire de suspense pour d'introduction trop longue, on a pas mal de choses à dire sur la mise en scène, le montage, les acteurs et actrices, la dimension esthétique et narrative, mais avant tout ça sur le studio et les deux génies qui leur ont donné vie. Aujourd'hui on parle des Universal Monsters. Universal Pictures, qu'on va simplement appeler la Universal pour des raisons de simplicité à partir de maintenant, est le plus vieux studio de cinéma américain. La précision est importante, sinon il n'est que 4e, encore en activité. Il est fondé en 1912 par Karl Laemmle, mais c'est un agrégat de plusieurs entreprises qui tournent autour du cinéma. L'objectif était de faire pression sur la MPPC, pour Motion Picture Patents Company, car cette dernière... J'avais dit que l'introduction serait pas trop longue. Car cette dernière use des brevets de ses fondateurs, parmi lesquels on compte quand même Thomas Edison, la Biograph, le studio au sein duquel D.W. Griffiths fera ses armes, mais aussi George Eastman, fondateur de Kodak, ainsi que les représentants américains de deux sociétés de production françaises, Pathé et Starfilm, respectivement propriété des frères Pathé et de Georges Méliès, leur permettant de toucher une redevance sur l'exploitation de projecteurs spécifiques pour toutes les salles de cinéma équipées et un monopole sur la production de pellicules grâce à Eastman. La toute nouvelle Universal porte donc l'affaire devant la justice américaine qui reconnaît dans la foulée la MPPC comme anticoncurrentielle. Après quelques années à produire des films, pour la plupart aujourd'hui disparus en raison d'incendies ou de dégradation de pellicules, Laemmle ouvre Universal City, oui, puis les Universal City Studios, les plus grandes de l'époque, et en profitent pour théoriser les différents types de productions qui seront tournées sur place. Les Red Feather Photoplays, des films à bas coût mais pour des publics précis, les Bluebird Photoplays, les films du milieu destinés au large public, et enfin les Jewel, les joyaux, les super productions avec des têtes d'affiche qui cherchent à amasser le plus de spectateurs possible. Puis à partir de 1922, les Super Jewel, productions encore plus grosses, au coût qui rendent les retours sur investissement presque impossibles si le film n'est pas un succès retentissant. Le studio emploie alors de grands noms ou futurs grands noms comme Erich von Stroheim, Lois Weber ou John Ford. C'est d'ailleurs amusant de constater que ces modèles de production en fonction de leur budget et de leurs ambitions existent encore aujourd'hui. Les Bluebird Photoplays, c'est les films du milieu dont on hurle à l'absence depuis quelques années. Les Jewel, c'est l'équivalent des blockbusters. Et les Super Jewel, c'est les tentpoles, ces films à 250-300 millions de dollars qui peinent vraiment à se rembourser. D'un autre côté, les Red Feather Photoplays anticipent avec quelques décennies ce qu'on appellera plus tard les séries B. Et je me rends compte maintenant que je vais devoir expliquer ce que c'est une série B, parce que c'est important pour le sujet qu'on va aborder plus tard. Mais l'introduction ne devait pas être courte. Je sais. Alors, pour aller encore plus vite, la série B, qui aujourd'hui désigne plus simplement les métrages produits pour un budget faible, voire dérisoire, c'est un modèle de production concrètement apparu à la fin des années 20, mais dont le véritable essor se fera des années 30 aux années 50. Le principe est simple. Si le studio réalise des projets d'envergure, il use du matériel restant, des décors, mais aussi des acteurs et actrices en contrat pour un certain nombre de productions. Entre deux gros films pour mettre en image des œuvres plus modestes, souvent courtes, et sur lesquelles le cahier des charges est strict, mais le contrôle créatif des studios assez limité, permettant l'apparition dans de rares occasions d'auteurs et d'autrices à la marque discrète mais bel et bien présente. L'intérêt de ces productions est cependant tout sauf vertueux, car elles permettent aux studios, dont la Universal, d'utiliser la méthode du block booking, qui oblige les exploitants de salles, s'ils souhaitent avoir accès aux séries A, qui attirent le plus de public, à ne projeter que des films du studio concerné pendant une durée d'une année entière. La production de série B permet donc aux exploitants de varier leur programmation, mais aussi d'organiser des doubles programmes, durant lesquels sont diffusés d'abord une série B, louée au studio pour un prix fixe et qui facilite donc les rentrées d'argent, suivie d'une série A, sur laquelle le studio touche un pourcentage en fonction du box-office. D'autres studios se sont cependant spécialisés, et ça dès l'époque, dans la production de série B, mais c'est une autre histoire aussi très longue, donc globalement retenez faible budget, durée courte, un contrôle des producteurs parfois léger, mais aussi l'appartenance à des genres bien codifiés, comme le western, la science-fiction, le polar, l'aventure ou justement l'horreur. C'est évidemment un système beaucoup plus complexe, avec énormément de disparités géographiques, économiques et sociales. Les cinémas destinés aux classes les plus riches ne diffusent pas de double programme et ont un avantage certain sur la diffusion d'avant-première. Mais bon, c'était important que tout le monde ait les bases pour la suite. J'en étais où moi d'ailleurs ?
C'est cette année qui marque les prémices du sujet de ce vidéogramme. Irving Thalberg, assistant de l'AMLE, âgé de 24 ans, futur producteur hollywoodien de légende et personnage récurrent de la suite de notre analyse, pousse un projet d'adaptation du Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et met en place des moyens colossaux pour la production avec un budget démentiel de plus d'1 million de dollars. Alors oui, il faut prendre en compte l'inflation et avoir conscience des budgets de l'époque pour que ce soit réellement impressionnant, mais soyez un petit peu estomaqués s'il vous plaît. Et le film vit bien le jour, mais Thalberg quittera le studio avant la sortie pour rejoindre Louis B. Mayer et sa future MGM. Toutefois, ce projet en poussera un autre, centré lui aussi autour d'une figure monstrueuse adaptée d'une œuvre littéraire française, le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Les deux films ayant pour tête d'affiche Lon Chaney, acteur star du cinéma muet et autres personnages récurrents à venir. S'ensuit dans le même esprit une trilogie de films réalisés par Paul Leni, cinéaste allemand, avec La volonté du mort, L'homme qui rit, une nouvelle fois adaptée de Hugo, et enfin Le dernier avertissement. Commençant à se faire vieux, mais surtout en réalité considéré comme la raison de l'échec financier de plusieurs gros projets, dont Foolish Wives de Eric von Stroheim, Karl Laemmle se met de côté de l'entreprise pour laisser la place à son fils, Karl Laemmle Jr. Son nom va pas être plus simple à prononcer, mais on y est enfin. Car c'est lui qui débutera l'ère du studio qui nous intéresse aujourd'hui, en continuant la logique d'adaptation de classiques de la littérature pour donner une image un peu plus prestigieuse à leur production. Il est alors choisi de se baser sur les œuvres de Mary Shelley, H.G. Wells et Bram Stoker, ou de légendes urbaines comme celle de la malédiction qui entoure l'excavation du tombeau de Toutankhamon quelques années plus tôt, pour donner naissance à un nouveau visage de l'horreur au cinéma, les Universal Monsters. On a compris. Les Universal Monsters donc, mais on va surtout se pencher sur deux des réalisateurs qui ont contribué à en forger l'identité commune, à travers des obsessions visuelles ou thématiques qui travaillent leur cinéma, et pour ça on va commencer avec le premier des monstres, mais aussi le premier des réalisateurs, Todd Browning et son Dracula. Et là tu peux lancer le titre. Charles Albert Browning Jr., dit Todd Browning, né en 1880 à Louisville dans le Kentucky au sein d'une famille plutôt aisée. Cependant, dès son plus jeune âge, Browning est fasciné par le monde du cirque et des spectacles, ce qui le pousse à quitter son foyer à peine âgé de 16 ans pour rejoindre un cirque itinérant. Pendant 13 ans, il accompagne des troupes, chante, danse, se fait enterrer vivant, fait le clown à l'occasion, se marie, change de nom pour Todd qui signifie mort en allemand, un type joyeux donc, abandonne sa femme, se met au vaudeville, puis décide en 1909 de devenir acteur de cinéma. Sans grand succès malgré quelques rôles chez D.W. Griffiths, puis l'écriture de quelques scénarios avant enfin de débuter sa carrière de cinéaste en 1915. Notamment connu pour son travail durant la période du cinéma muet et ses nombreuses collaborations avec l'actrice Priscilla Dean pendant sa première période à la Universal de 1919 à 1923, cette dernière lui présentera son autre muse, Lon Chaney, avec qui il réalise ensuite, une fois parti de la Universal, une collaboration de 5 ans et 10 longs métrages pour le compte de la MGM et donc de Irving Thalberg. Avant de revenir, à partir de 1930 et Outside the Law, un remake d'un de ses succès de sa première période à la Universal datant de 1920 avec déjà, à l'époque, Lon Chaney, tout juste un an avant de réaliser Dracula. Sur plus de 60 longs métrages, Dracula se situe donc en queue de comète de la carrière de Browning, qui ne réalisera que 6 films après ce dernier. Il est donc évident qu'il a infusé la création de Bram Stoker de son univers. Mais c'est quoi, du coup, l'univers de Todd Browning ? Comme dit précédemment, Browning a passé 13 ans au contact du monde forain, du spectacle, mais aussi des freaks et de la culture romanie. Il est donc normal qu'il ait représenté ces groupes, trop souvent marginalisés ou montrés comme des antagonistes, avec un regard encore neuf aujourd'hui. Le cinéaste met sa mise en scène au service de deux choses, les filmer avec une hauteur identique à celle de drames impliquant des acteurs et actrices dits classiques, sans jamais chercher à les ridiculiser ou au contraire à systématiquement renverser notre empathie en leur faveur. Il les filme dans toute leur complexité d'être humain, parce que ce sont des gens qu'il connaît et dont il a pu apprécier la beauté mais aussi les faiblesses. Dans un second temps, il ne cesse de rappeler l'importance pour ces groupes marginalisés d'avoir des espaces qui leur sont dédiés. Encore une fois de façon paradoxale, car il saisit la dimension évincente du reste du groupe social, le monde et le folklore forain étant filmés comme un passage vers un autre pan de réalité, aussi bien d'un point de vue visuel que celui des rites et des croyances. Sujet au regard des spectateurs qui ne les voient que comme du bétail là pour les divertir, mais aussi comme le seul espace à même de recevoir ces marginaux et leurs différences. De les filmer dans des lieux qui ne peut leur donner que de la dignité, se soustraire à toute possibilité de moquerie ou de manipulation cynique, à l'image de cette séquence sublime de son chef de Freaks, dans laquelle Browning décide de mettre en scène les personnages de Franz et Frida dans un espace qui, en plus d'un découpage classique mais signifiant, s'adapte à leurs conditions pour ne laisser que la vérité du drame sentimental qui se joue. You won't worry now, will you? No, I won't worry. Mais c'est pas pour autant que le cinéaste en oublie l'autre dimension essentielle de ce monde qu'il connaît si bien, ses aspects amples, collectifs et spectaculaires qu'il parvient à retranscrire à merveille dans sa mise en scène qui sait se faire exaltante, angoissante ou suffocante au besoin.
La représentation des particularités de ces protagonistes est aussi un terrain d'expérimentation pour Browning, qui propose de vraies réussites formelles, comme avec le ventriloque du Club des Trois, qui fait ici croire à des clients que les perroquets du magasin peuvent parler sur commande, ou lorsqu'il cherche à confesser le meurtre commis par ses acolytes en donnant l'illusion qu'il parle à travers un témoin innocent. Mais il y a aussi ce très cool passage dans The Mystic qui nous montre l'envers des tours réalisé par la troupe. D'ailleurs, cette dernière séquence me permet d'aborder un point important de sa mise en scène, qui peut être déterminant quand on adapte une créature comme celle du vampire, c'est la croyance ou non dans le fantastique. Comme expliqué précédemment, Browning met en scène des illusionnistes ou des performeurs, et s'il nous révèle la supercherie ou en fait un des nœuds de l'attention de sa séquence, c'est pour mieux nous mettre du point de vue des marginaux et nous soustraire à celui de ceux qui exploitent pour se divertir. S'il y a de la violence, symbolique ou physique du côté des protagonistes, elle résulte des conditions matérielles et sociales qui sont, contrairement à ceux qui l'infligent et la subissent, proprement inhumaines. C'est devenu une vidéo pour le journal L'Humanité en 2 secondes là. Je crois que j'étais un poil énervé quand j'ai écrit cette partie. Ce qui n'empêche pas le cinéaste de nous laisser profiter au premier degré de l'indéniable fascination ou terreur que procurent les moments fantastiques, qu'ils soient des illusions ou de véritables éléments surnaturels. Et Dracula donc. Donc, Dracula sorti en 1931 et adapté du roman épistolaire écrit par Bram Stoker en 1897 et qui a eu le droit à une première adaptation officieuse avec le magnifique Nosferatu de Murnau en 1922, raconte l'histoire de Renfield qui se rend en Transylvanie pour une transaction immobilière avec le comte Dracula. Prend un bateau pour arriver jusqu'en Angleterre, pose ses valises à Fairfax, attaque successivement Lucy Weston jusqu'à transformer cette dernière, puis Mina Seward. Avant que l'intervention du professeur Van Helsing ainsi que le kidnapping de Mina pousse le professeur et Harker à poursuivre la créature dans son repère pour l'achever, détruisant ainsi le mal et permettant à Jonathan et Mina de vivre leur idylle en partant dans un très joli rayon de soleil fin. Et je vais être clair tout de suite, Dracula fait partie pour moi du bas du panier de la filmographie de Browning. Le récit semble faire du surplace pendant une bonne partie et le rythme est pas toujours au rendez-vous alors que ça dure à peine plus d'1 heure. Ça blablate beaucoup dans des chants contre chants assez plats. Certains effets sont pas toujours très heureux et c'est moins riche formellement que n'importe lequel de ces films muets, sûrement en raison d'un manque d'adaptation au matériel de prise de son très encombrant et bruyant de l'époque qui a forcé de nombreux cinéastes à adopter une mise en scène plus statique, mais ça reste vraiment dommage. Well, and with all this, I thought I was in the wrong place. Toutefois, tout est loin d'être acheté, et Dracula, s'il ne constitue pas une réussite aussi éclatante que les métrages précédents du réalisateur, et vers lesquels je vous dirige bien plus volontiers, ça reste un moment parfaitement agréable, une très bonne porte d'entrée dans les obsessions de Browning, et la meilleure introduction possible au Universal Monsters. La photographie est magnifique, les acteurs et actrices sont tous solides, sauf Renfield, qui... Oh, Martin. Et surtout, certains décors sont tout simplement somptueux, notamment grâce à la mise en scène du cinéaste, qui filme une nouvelle fois le monde du vampire comme le passage dans une autre réalité, des locaux et leur folklore dans une taverne modeste filmée simplement aux montagnes démesurées sur lesquelles se dresse un château aux dimensions vertigineuses. Château filmé toujours en mouvement ou en plan large, motif qu'il fera d'ailleurs revenir une fois la dynamique inversée lorsque le comte parasitera l'espace dans lequel il repose dans la crypte, alors que le reste des séquences qu'il implique dans la vie civile londonienne adopte un découpage beaucoup plus sobre. De même, la représentation des pouvoirs de persuasion et d'hypnose du vampire emploie les gros plans de manière similaire à ses autres films, et le charisme de Bela Lugosi vend parfaitement l'effet. Y a pas grand chose de plus à en dire, c'est efficace, charmant et désuet, ça se permet même de revenir en surface sur les questions d'opposition entre surnaturel et réalité, illusion et scepticisme. The superstition of yesterday can become the scientific reality of today. C'est très fort pour la mythologie des films suivants et l'acceptation d'éléments surnaturels ou fantastiques par le public comme des forces tangibles qui ont une logique qui leur est propre mais qui est cohérente. Sometimes they take the form of wolves, but generally of bats. The vampire attacks the throat. It leaves 2 little wounds. Vampire casts no reflection in the glass. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un autre film Dracula réalisé par Todd Browning avec Bela Lugosi qui traiterait un peu plus en profondeur de ces questions entre illusion et réalité, trucage, tout ça. Alors, tu vas rire, mais dans le script, il y a marqué qu'il y a un autre film Dracula réalisé par Todd Browning avec Bela Sorti en 1935, Mark of the Vampire est un remake d'un autre film de Browning de l'époque du muet, malheureusement aujourd'hui disparu, London After Midnight, avec déjà à l'époque Lon Chaney et encore une fois produit par la MGM et donc encore une fois Irving Thalberg. Ce film est donc aussi produit par la MGM et n'est donc pas considéré dans le canon officiel de la Universal, mais ça fait un super double programme avec le Dracula d'origine selon moi. Sir Karel Borothein est retrouvé mort et ses blessures ne font aucun doute sur la nature vampirique de son assassin. Le professeur Zelen et l'inspecteur Newman font alors
leur entrée pour trouver le coupable. Le premier achetant immédiatement la théorie surnaturelle, là où l'inspecteur tente tant bien que mal de rester dans le rationnel. À cet angle policier se rajoutent les attaques des vampires et principaux suspects sont le comte Mora et sa fille Luna, tous deux récemment installés dans des ruines avoisinantes, qui attaquent sans relâche la fille de Borotyne, Irena, qui est depuis la mort de son père sous la responsabilité du baron Otto. Après plusieurs attaques, l'apparition du comte et de ses pouvoirs devant des employés de la famille, Zelen, Newman et Otto décident de se rendre dans les ruines pour mettre fin à cette folie. Une fois là-bas, et alors qu'ils assistent à la transformation de la fille du comte ainsi que le père d'Irena, qui semble avoir été ramenée à la vie en tant que vampire, cette dernière, de plus en plus sous l'emprise des créatures, se rend de son plein gré au château, se retrouve encerclée par les 3 vampires dont son père avant qu'il ne nous soit révélé que le film a grosso modo les mêmes qualités et les mêmes défauts que le précédent, la photo, les acteurs, les décors, la mise en scène ample et en mouvement et la frontalité du surnaturel. Il se permet même de reconnecter plus directement le mythe du vampire à la culture romanie, mais il en reprend aussi malheureusement la plupart des défauts, comme un rythme haché, un ventre mou malgré une durée d'1 heure pile, des scènes de dialogue répétitives et mises en scène assez platement. Mark of the Vampire souffle donc un peu le chaud et le froid, comme Dracula, mais ces 10 dernières minutes en font un objet que je trouve vraiment passionnant. En reprenant la même révélation que London After Midnight, dont il est encore une fois le remake, le film nous apprend que tout ceci n'était qu'une mise en scène de Zelen et Newman. I can't do it. But Miss Barton. I can't go on. But you must. You wouldn't fail us now. Inspector Newman, I can't go through with it. He looks so much like Father. Even his voice. I've been willing to do all the other things you've asked of me. But this is more than I can endure. But don't you see this is our last chance? Everything else has failed. But you both said Baron Otto would break down and confess if we confronted him with this gentleman. Pour faire avouer le meurtre de Borotyne au baron Otto, afin de le mettre dans un état de faiblesse psychologique qui lui ferait confesser à la fois le meurtre et son mode opératoire. Le père vampire de Irène est un acteur, tout comme Mora et sa fille d'ailleurs. La transformation des accessoires et les quelques apparitions objectivement surnaturelles n'étaient que les récits d'autres personnages au courant de la supercherie, mis en image au premier degré par Browning. Si le retournement peut paraître un peu gros et le regard porté sur sa création passée un tantinet cynique, il est narrativement parfaitement cohérent et il s'agit surtout, pour moi en tout cas, de rendre compte du pouvoir d'incrédulité du cinéma, même une fois l'envers du décor connu. Comme dans ces films muets, en réalité, connaître le tour n'empêche pas d'être naïvement impressionné par la performance. La fin de ce film, c'est la victoire de la narration. This vampire business, it has given me a great idea for a new act. Malheureusement pour Browning, sa carrière post-Dracula, comme expliqué plus tôt, ne le verra réaliser que 6 films, dont Mark of the Vampire donc, mais aussi Freaks, sorti une année après Dracula, qui condamnera la carrière du réalisateur en raison de son échec financier retentissant, mais aussi de vives polémiques suscitées par le métrage à l'époque. Il terminera sa carrière sur le très chouette et très à propos, vu tout ce dont on vient de parler, Miracles for Sale en 1939, qui suit un ancien magicien qui cherche à dénoncer les charlatans et qui se retrouve à devoir résoudre un meurtre. Mais aussi, dans la veine plus fantastique de Browning, son avant-dernier long métrage, The Devil Doll, sorti en 1936, dont j'ai déjà passé un extrait un peu plus tôt, qui rend un hommage assez touchant à Lon Chaney et son personnage de École ventriloque dans le Club des Trois, des séquences très réjouissantes avec des personnages miniaturisés et une fin vraiment émouvante, et ça, malgré la présence que j'explique toujours pas de cette scientifique. Ah. Bah, second réalisateur alors ? Né en 1889 à Dudley, dans le Worcestershire, James Whale est un enfant de famille pauvre, obligé d'arrêter ses études à l'âge de 13 ans pour commencer à travailler. Il se découvre une passion pour les arts dès sa jeunesse et décide plus tard d'y consacrer ses études. Cependant, avant ses 25 ans, la Première Guerre mondiale éclate et il s'enrôle immédiatement. Il devient officier mais se fait capturer par l'armée et est interné dans un camp de prisonniers au sein duquel il se découvre une passion pour le théâtre. Après la fin de la guerre et sa libération, il se lance dans une carrière d'acteur, puis de décorateur de plateau et enfin de metteur en scène de théâtre. Son adaptation remarquée de The Journey's End, La fin du voyage, tiré de R.C. Sheriff, récit de la lente décomposition psychologique de soldats britanniques dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale, l'envoie sur le sol américain pour diriger la pièce sur place tout d'abord, puis vers Hollywood où il entamera sa carrière de réalisateur. Il se fait d'abord la main en aidant rien de moins que Howard Hughes sur les scènes de dialogue de Hells Angels, puis une nouvelle adaptation, cette fois cinématographique, de The Journey's End, tous deux en 1930. Sa carrière hollywoodienne est alors lancée, et ce malgré son homosexualité assumée dès le début, fait rarissime à l'époque. Il rejoint alors la Universal avec qui il signe un contrat de 5 années qui commence par une nouvelle production située durant la Première Guerre mondiale, Waterloo Bridge.
Sorti en 1931, le film raconte l'histoire de Mira Deauville, choriste américaine désormais contrainte de se prostituer en trouvant des clients au Waterloo Bridge du titre à Londres, qui rencontre lors d'un raid aérien Roy Cronin, soldat canadien en permission. Les deux se jaugent, échangent et flirtent jusqu'à développer une romance contrariée car Mira ne peut se résoudre à avouer son activité à Roy. Je passe sous silence l'évolution du récit parce que l'objectif ici est plus de voir les germes des éléments formels que Whale utilisera par la suite sur ses productions Universal Monsters, et pour un second crédit en tant que réalisateur, on peut dire que Whale fait une démonstration de style impressionnante. Ce qui est le plus frappant, c'est son utilisation des mouvements de caméra qui parviennent à nous focaliser sur le sujet de son attention ou à créer de l'intimité. Il commence souvent par un plan large pour nous faire comprendre le contexte avant de recentrer sa narration visuelle, où il crée de grands mouvements pour mieux rapprocher les personnages avec l'aide du cadre. Et s'il ne fait pas preuve ici d'une mise en scène horrifique, il traite déjà du moment où le peuple devient une foule avec des séquences de panique qui alternent frénétiquement plans larges et plans rapprochés sur les visages, un peu à la Eisenstein, mais aussi du mal quotidien, celui avec un M majuscule, que peuvent infliger des normes sociales qui vous rejettent, notamment en raison de votre classe ou de vos mœurs. Désolé, ici on est sur un drame romantique, donc ce sont les émotions qui sont le sujet principal de la mise en scène. And a soldier like you has had enough of suffering in this awful war without having to be contaminated and robbed by the likes of us. Shut your dirty face! Waterloo Bridge est un succès, Whale termine le tournage en 4 semaines et en dessous du budget confié par la Universal, ce qui pousse l'AMLE Junior à lui offrir en 1931 le choix sur quel monstre de leur catalogue il souhaite adapter pour apporter sa pierre à l'édifice de son projet de série B tiré d'œuvres littéraires. Le cinéaste décide alors de jeter son dévolu sur Goodbye, Myra. Take care of yourself and good luck. Goodbye. And good luck. Sorti en 1933, The Kiss Before the Mirror, adapté d'une pièce de Ladislas Fodor du même nom écrite l'année précédente, s'ouvre sur une femme, Lucy Bernsdorf, qui se rend chez son amant habillée d'une nouvelle robe, lorsqu'un homme inconnu, qui l'observait se regarder dans le miroir, l'abat, avant d'entrer dans la pièce, de décrocher le téléphone et d'avouer à la police que Police headquarters. This is Walter Bernsdorf. Yes, of the university. I am at number 14 Glorietta Street. Will you come and arrest me? I've just killed my wife. Après cela, le long métrage se construira en miroir entre l'avocat de l'assassin, Paul Head, qui cherchera à comprendre les raisons qui l'ont poussé à tuer ce jour-là et à le défendre devant la cour, et la relation entre Paul et sa femme Maria, qui semble rejouer les événements qui ont mené au meurtre de Lucy. She shook me off angrily and said I had ruined her hairdress. Let me go! Are you mad? You ruined my hairdress. Shall you be back soon, my lord? Do you like it? And now my hat? Impatiently patted my face, said goodbye and walked off. Goodbye, darling. By tonight I'll be sweet again. Have a nice rest. Les plans sont encore une fois amples et racontent différentes étapes narratives en un seul mouvement. Les séquences au tribunal permettent une nouvelle fois d'aborder le collectif qui devient une foule avide. Il met en avant des marginaux et écrit ses personnages féminins avec soin. C'est vraiment un super film, quoi. Formellement et théoriquement très complexe, super ludique dans ses effets de répétition et d'attente. Surtout qu'il peut ici, en raison du genre du film, faire jaillir une imagerie un peu plus angoissante, voire horrifique, avec des plans débulés, des regards caméra. You are a murderer, and I am a murderer. Et une esthétique marquée vers des élans expressionnistes, ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on sait qu'en 1931, quand l'AMLE Junior lui donne le choix de la créature de leur catalogue adapté, Whale choisira Frank. They would tell me to go away and pray. Sorti en 1932 et basé sur la nouvelle de J.B. Priestley, Benighted, The Old Dark House, c'est notre première incursion dans l'épouvante pure dans la carrière de James Whale. Et c'est mon préféré. C'est pas le meilleur, mais c'est mon préféré. Résumer l'histoire ne servirait pas à grand chose, on est sur un récit classique de maison hantée, ou en tout cas de maison inquiétante, avec ses hôtes étranges, ses bruits suspects et ses surgissements de folie et de violence, mais c'est bien la bâtisse en elle-même qui est passionnante dans le traitement qu'en fait le cinéaste. Elle vit, parle, influence une malédiction qui semble ronger ses habitants, ses corridors venteux, ses escaliers interminables. Is he dead?
Le cinéaste semble reprendre à son compte l'idée de Browning d'un fantastique qui s'incarne dans un lieu dissocié du réel, qui joue selon ses propres règles. Whale plonge à plein pied dans la dimension film de genre de sa proposition et met tout son artisanat à son service. Choix de cadres audacieux, mouvements qui déconstruisent l'imposante demeure, cadres qui forment des groupes dans les personnages, utilisation du hors-champ. Il continue de traiter avec empathie ses protagonistes comme ses personnages fantastiques d'ailleurs, référence encore une fois à la Première Guerre mondiale, le tout servi par des acteurs investis, et notamment Boris Karloff qui interprète Morgan et qui avait déjà été choisi pour incarner le personnage principal d'un des films précédents du réalisateur, lorsque Laemmle Jr. lui proposera de se servir dans leur catalogue d'adaptations de classiques de la littérature fantastique et qu'il jeta son dévolu sur Frankenstein. Sorti en 1931, Frankenstein est donc une adaptation du roman de Mary Shelley, et Whale fait un travail absolument brillant sur cette version qui nous fait donc suivre Henry Frankenstein et non pas Victor comme dans le roman d'origine, scientifique fasciné par l'idée de créer la vie qui va avec l'aide de son assistant Fritz, recomposer un corps humain à partir de morceaux récupérés ça et là. Il finit par mener à bien son expérience, sans le regard de sa fiancée, de son ami, ainsi que du docteur Waldman. La créature prend vie, Frankenstein l'observe et en prend peur jusqu'au moment où elle finit par tuer Fritz. Il pense la mettre hors d'état de nuire, mais la créature tue Waldman, s'échappe, puis tue une fillette avant de se faire traquer par les habitants de la ville avoisinante avant de finir brûlée vive dans un incendie. Le deuxième Universal Monster profite avec évidence des talents de conteur du cinéaste, dès son ouverture qui brise le quatrième mur, non pas pour rompre l'accord de fiction avec le spectateur, mais pour le faire plonger dans un autre monde. Il plante ensuite une esthétique marquée par l'expressionnisme allemand, le fantastique n'est plus une force extérieure qui parasite le monde réel comme chez Browning, ou dans The Old Dark House un peu plus tard, mais c'est bien le monde lui-même, avec ses visions picturales, ses décors exubérants aux lignes de fuite dément. La folie bouillonne sous la surface et explosera dans le traitement formel du film. Si Whale déploie ici des motifs sur lesquels nous sommes déjà revenus, comme les relations sentimentales contrariées, ces mouvements moteurs d'évolution de ce qui se joue dans le cadre, de suspense ou de fracture entre les personnages, ici encore une fois de nature de classe. Give the servant some champagne. This stuff's wasted on him. Well. Go on, mop it up, it'll do you good. House of Frankenstein. Il s'attarde toutefois à utiliser le gros plan comme origine de l'empathie que l'on ressent pour la créature. Le cinéaste s'attarde avec beaucoup de grâce sur ses yeux, ses mains, sa curiosité pour la lumière, mais prend aussi le temps de nous montrer sa panique lorsqu'il tue par accident l'enfant en raison de son incompréhension et la douleur qu'il peut ressentir. C'est surtout dans ce long métrage que la peur de Whale envers une communauté sujette à une folie de masse est la plus prégnante dans la forme qu'adopte le montage et la mise en scène. Observez seulement comment il traite la communauté de villageois au début de la fête de mariage. Puis, comment dans un second mouvement, c'est la violence qui prend le dessus sur le collectif.
La foule veut du sang, et si son effrayante masse est rendue avec des plans larges amples, c'est le montage effréné qui prend le relais des individualités, avec des gros plans heurtés qui rendent compte de l'urgence et de la vindicte à venir. Whale juxtapose ensuite ces deux lignes de force, celle de l'empathie des plans rapprochés sur la créature apeurée, et le regard collectif et furieux que lui portent les plans larges de la foule. Frankenstein est un immense succès, parfaitement mérité au vu de la qualité du film, et s'il attend quelques années, 2 ans précisément, Whale décide d'apporter un traitement similaire à une autre figure fantastique de la littérature, l'homme invisible de H.G. Wells. Un homme couvert de bandages rentre dans une auberge sous le regard des habitués. Il demande une chambre et s'y installe. Il s'agit du docteur Jake Griffin, joué par Claude Rains, rendu invisible en raison d'expérimentations sur des produits qui le mènent de plus en plus violemment à une folie mégalomane. D'abord obsédé par l'élaboration d'un remède à sa condition, il envisage finalement d'utiliser ses nouveaux pouvoirs afin de commettre des crimes sans jamais se faire attraper, et ainsi créer une hystérie collective sur son passage. Don't you see what it means? Power. Power to rule, to make the world grovel at my feet. Power, I said. Power to walk into the gold vaults of the nations, into the secrets of kings, into the holy of holies. Power to make multitudes run squealing in terror at the touch of my little invisible finger. Even the moon's frightened of me, frightened to death. The whole world's frightened to death. Malgré l'intervention de plusieurs protagonistes cherchant à la raisonner, dont sa femme, qui perpétue ainsi les relations mises à mal chez le réalisateur, les farces inoffensives laissent peu à peu place au meurtre d'un policier tout d'abord, puis à plus grande échelle avec le déraillement d'un train. Différents actes qu'il commet d'ailleurs avec une légèreté absolument glaçante. Here we go gathering nuts in May, nuts in May, nuts in May. Here we go gathering nuts in May on a cold and frosty morning. Whoops! Enfin, il assassine Arthur Kemp, son ancien collègue et ami, avant d'être encerclé et abattu par la police en sortant d'une grange, la neige trahissant ses empreintes de pas. Le cinéaste réemploie ses motifs avec ingéniosité en les adaptant aux capacités de son protagoniste. Ses mouvements de caméra signature nous offrent ici la capacité de suivre et de comprendre les mouvements du personnage titre. Come on. Thank you. Don't be long. Anticipant presque 90 ans plus tôt une partie de la vision de Leigh Whannell.
Sa façon de filmer les foules se rend moins frénétique pour rendre compte d'actions purement collectives, comme ici avec la tentative ratée de la police, et moins agressive que paranoïaque lorsque la réalité de la nouvelle se répand, notamment avec cette séquence qui est parfaite en fait. He has attacked and killed a police inspector and is now at large. The chief of police appeals to the public for help and assistance. Those willing to cooperate in the search are requested to report tomorrow morning to their local station. The invisible man works without clothing. He will have to seek shelter. You're requested to lock every door and window and every outbuilding he may use to hide in. The police will be glad to receive any suggestions that will help in capturing the fugitive. Remember, he's solid but cannot be seen. A reward of £1,000 will be given to any person whose information leads to his capture. The police appeal to the public to keep calm and to admit uniformed search parties to all property. Take no chances. Got the doors padlocked. I'll keep him out. Whale peut aussi tout simplement se faire plaisir avec les effets spéciaux, notamment de transparence, dans des plans qui, au-delà de leur qualité technique obsolète aujourd'hui évidemment, vendent parfaitement, en plus de tout le contexte scientifique, la valeur rationnelle et tangible de l'homme invisible. Je pourrais même aller un peu plus loin en disant que bon, un personnage mégalomane qui cherche à créer un climat de terreur et des millions de morts pour mettre le monde à ses pieds en jouant sur la paranoïa, le tout sortant en 1933, bon. You might even wreck a train or two. Just these fingers round a signalman's throat. That's all. Le film est de nouveau un très grand succès, et après encore 2 ans, et l'échec de The Kiss Before the Mirror, l'échec relatif de By Candlelight, et le désastre financier de One More River causé par la censure du code Hays, Whale, bien que réticent, décide de revenir au Universal Monsters, et même plus précisément à Frankenstein, pour adapter cette fois un court passage du roman de Shelley, au cours duquel la créature demande aux scientifiques de lui fabriquer une compagne. C'est... Je vais essayer de vous garder à peu près vierge en ce qui concerne le récit, en raison de sa nature de suite déjà, mais aussi parce que je pense qu'une partie de la beauté du film tient dans les renversements qu'il opère sur la formule du premier. Je vais donc me concentrer sur ce qu'il ajoute dans le traitement du fantastique, du surnaturel et de la créature. Mais dans tous les cas, sachez qu'on est là sur une des plus belles œuvres de Whale, qui semble faire la synthèse de tout son travail pour la Universal jusque-là, comme l'ouverture, un grand mouvement de caméra qui se dirige vers une demeure gothique et imposante, brise le 4e mur à l'instar de l'original, Can you believe that bland and lovely brow conceived of Frankenstein? A monster created from cadavers out of rifled graves? Isn't it astonishing? puis dans un double mouvement proche de l'homme invisible et son message radio, nous fait quitter le vrai monde pour nous envoyer dans celui de la fiction. Imagine yourself standing by the wreckage of the mill. The fire is dying down. Soon the bare skeleton of the building will be visible. The gaunt rafters against the sky. Le cinéaste investit ici totalement la dimension expressionniste de son esthétique, son imagerie est plus assumée, il donne un souffle de vie mais aussi d'inquiétante étrangeté à ses décors, comme il ne se l'était pas permis depuis The Old Dark House. De la même façon, il semble se faire un peu plus plaisir dans sa représentation d'un surnaturel plus naïf ou merveilleux. Charming, don't you think? Then, of course, we had to have a king. Now he's so madly in love with her that we have to segregate them. Now. Et si l'opposition entre science et surnaturel est toujours un des enjeux principaux de la mise en scène et de la narration, This isn't science. It's more like black magic. il y ajoute ici la valeur morale de la religion. To a new world of gods and monsters. Ce qui lui permet de travailler encore davantage à l'humanisation de la créature, confrontée à son reflet, désormais doué de paroles, I love dead. Hate living. et capable de former des liens d'amitié. Comme dans ce sublime passage où elle est accueillie par un aveugle dont la bonté la pousse aux larmes. To be a light to mine eyes and a comfort in time of trouble. Amen.
La créature n'est finalement, et ce déjà dans le premier film, qu'une éponge qui absorbe la folie déjà bien présente dans son environnement. Si chez Browning le mal est le produit de son environnement, voire un environnement à part, Whale, lui, sûrement en raison de son temps passé sur le front et de son appartenance à une minorité, ne l'envisage que trop bien que comme une progression vers le monstrueux auquel tous et toutes participent. Ce n'est d'ailleurs pas innocent d'avoir fait glisser tout l'aspect horrifique sur les actions du scientifique Pretorius et de son assistant, meurtrier et manipulateur, alors que la créature, elle, reste la dernière trace d'humanité présente dans les derniers instants. But I can't leave them, I can't. Yes, go. You live. Go. You stay. We belong dead. Fort des bases posées par les deux films initiaux de ces deux grands réalisateurs en 1931, d'autres projets sont lancés et rapidement, deux nouvelles figures définitives des Universal Monsters, sur lesquelles je vais revenir cependant un peu plus rapidement, se rajoutent au casting, la momie et le loup-garou. Respectivement sortis en 1932 et réalisés par Karl Freund pour The Mummy et 1941 par George Wagner pour The Wolfman, les deux films se construisent avec évidence sur ce qu'ont laissé Browning et Whale. C'est d'autant plus frappant dans le cas de La Momie, sorti 1 an après Frankenstein et Dracula, le film est presque un décalque de ce dernier dans sa structure, mais parvient à se trouver une identité propre grâce à l'utilisation de son sujet comme outil narratif d'exposition et de création d'un imaginaire, ainsi que ses très nombreuses trouvailles visuelles et une photographie sublime, Karl Freund étant notamment connu comme directeur de la photographie sur des films de Murnau, puis plus tard de George Cukor ou James Whale, tiens, Le Monde est petit, en commençant par le titre et même les décors, mais c'est surtout dans un vrai travail de mise en scène, dans des séquences totalement réussies d'un point de vue horrifique, comme celle du meurtre d'un gardien de musée qui utilise l'obscurité et le hors-champ avec énormément d'ingéniosité. Hors-champ qu'il utilise aussi dans des plans en mouvement qui renforcent la tension et l'attente de la découverte du personnage titre. Ou tout simplement pour représenter avec grandeur ces éléments surnaturels et nous faire traverser, comme dans Dracula, le monde de la créature. C'est un plutôt chouette film, efficace, mais qui souffre des mêmes soucis que son modèle, un rythme incertain, des répétitions malvenues et une mise en scène malheureusement parfois un peu plate, auquel il faut rajouter une vision historique, culturelle et coloniale, évidemment datée. Le cas de Wolfman est déjà plus intéressant s'il ne s'agit pas du premier film de loup-garou de la Universal, ce titre revenant à Werewolf of London de Stuart Walker sorti en 1935. Il est la version officielle du canon, celui ayant pour nom Larry Talbot, et impose la mythologie définitive de la créature pour les années à venir. Reprenant à son compte l'utilisation de la culture romanie et de son folklore cher à Browning, mais aussi le motif de la traque par une foule violente de Whale, le film de Wagner est aussi une belle retrouvaille pour beaucoup d'acteurs nommés précédemment, comme Bela Lugosi, Claude Rains qui incarnait l'homme invisible, dans le rôle de John Talbot, le père de Larry, lui-même incarné par Lon Chaney. Lon Chaney ? Ah, Lon Chaney Jr., fils de Lon Chaney. Le cinéaste perpétue aussi l'opposition entre le scientifique et le surnaturel, mais fait de son Wolfman avant tout un film atmosphérique et voyeuriste. Sur la prédation et psychologise, peut-être un peu naïvement selon certains, la malédiction, pour aborder des questions de troubles mentaux et d'héritage familiaux. However,
I do believe that most anything can happen to a man in his own mind. Do you believe in werewolves? I believe that a man lost in the mazes of his mind may imagine that he's anything. Science has found many examples of the mind's power over the body. So, John, your son is a sick man. He's received a shock that has caused definite psychic maladjustment. Il en profite aussi pour représenter la psyché de son protagoniste par des biais plus expérimentaux qui rappellent le cinéma muet. L'originalité de Wagner est donc de proposer un traitement très littéralement cérébral de son sujet, que l'on peut regretter au premier degré candide et à la viscéralité des productions précédentes, mais le résultat est pour moi une vraie réussite, doublée d'un hommage plutôt émouvant à tout le patrimoine des Universal Monsters et de leurs influences. Bon, il est temps de revenir quelques années en arrière, à la fiancée de Frankenstein précisément, pour parler de la suite et de la fin de notre histoire, et voir où en sont toutes ces formidables créations aujourd'hui. Après la production et les succès de La Fiancée, la Universal rentre dans une période d'industrialisation de leurs monstres principaux, pour des résultats très rarement heureux qui donnent l'impression d'exploiter chaque branche possible d'un arbre généalogique imaginaire, avec la fille, puis le fils de Dracula, celui de Frankenstein, le retour de l'homme invisible, puis la femme, puis il affronte la Gestapo avant d'infliger sa vengeance, la main, la tombe, la malédiction et enfin le fantôme de la momie, comme Frankenstein d'ailleurs, mais aussi en anticipant les franchises modernes en les faisant se rencontrer à partir de 1943 et Frankenstein meets the Wolfman, puis dans les films House of, suivi du nom de la créature, les liens avec les films originaux se tiennent parfois en reprenant les acteurs ou en faisant référence aux événements des premiers, mais certains des films s'inscrivent difficilement dans une suite narrative logique. Après cela, les dernières années des Universal Monsters se font sans fanfare, se contentant d'être les sujets de comédie d'Abbott et Costello, un duo de comédiens de l'époque, qui rencontrent ainsi l'homme invisible, Frankenstein, la momie ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Reste un dernier sursaut génial avec un nouveau monstre emblématique, la créature du lac noir, du brillant Jack Arnold, qui a donné 2 suites, mais que je me réserve un peu égoïstement pour un projet de vidéo dédié sur le réalisateur que je compte sortir un jour. L'ère des Universal Monsters se termine alors en 1956 avec La créature est parmi nous, la Universal préférence concentrée sur la production de projets mettant en scène des monstres géants. Le catalogue de figures horrifiques se verra ensuite exploité par la Hammer avec les Hammer Horror, plus gothiques et débridés, portés sur une représentation plus cruelle et visuelle de la violence, aidés par le passage à la couleur. Toutefois, les systèmes de production sont finalement similaires, budget réduit, têtes d'affiche qui reviennent de projet en projet, une avalanche de suites, au point même d'avoir produit conjointement avec la Universal le remake de La Momie en 1959, avant, une fois encore, de s'effondrer en raison d'un marché sursaturé dans les années 70, et ce studio mériterait lui aussi une vidéo dédiée, mais je manque vraiment beaucoup trop de temps là. D'ailleurs, en parlant de Momie et de remake... La Universal tente un grand chantier de reconstruction de sa mythologie à travers la licence La Momie, et plus généralement du réalisateur Stephen Sommers à la fin des années 90, début 2000, après avoir délaissé son catalogue pendant beaucoup trop longtemps. L'ambition de production est cependant tout autre, en termes de budget et de spectacle, et si là encore j'ai beaucoup d'amour et de choses à dire sur ce réalisateur, je vous enjoins plutôt à regarder les 2 vidéos de Monsieur Bobine, qui s'est déjà chargé d'en faire un retour plutôt exhaustif. Cependant, malgré l'échec de Van Helsing et les résultats plutôt discutables du Roi Scorpion, qui est une saga d'ailleurs, pardon, la Universal décide tout de même de produire le projet de remake de The Wolfman, dont la réalisation incombera à cet artisan beaucoup trop sous-coté qu'est Joe Johnston, qui accouchera d'un film que l'on peut raisonnablement qualifier de raté, mais qui cherche tout de même à explorer les zones effleurées par l'original, notamment sur la question psychiatrique, en y injectant une esthétique gothic pulp qui me parle énormément. Bref, c'est très imparfait, mais je vous le recommande vraiment chaudement. Enfin, la Universal tente de suivre les traces de Disney et de relancer encore leur mythologie en prenant en exemple les succès récents de la firme sur les licences Marvel, avec la création d'un univers connecté, le Dark Universe, qui connaîtra un faux départ avec Dracula Untold, puis 2 avec The Mummy avant de simplement mourir dans l'œuf sans chercher à se débattre, ne nous laissant comme preuve de son existence que 2 nanars de compétition et un photoshoot qui existe. On peut ensuite parler de cette drôle
drôle de trilogie vampirique officieuse avec Abigail, Last Voyage of the Demeter et Rainfield qui, bien que seulement ce dernier soit produit par la Universal, marque une année chargée pour la créature de Bram Stoker. Mais c'est bien en 2020 que le studio semble enfin avoir compris qu'un retour à un système de production plus modeste s'imposait pour faire rentrer ces créatures dans le 21e siècle, avec un budget presque 18 fois inférieur à leur précédente tentative, le Invisible Man de Lee Whannell. Et même si j'aime beaucoup L'Homme Invisible et Lee Whannell, il y a quelqu'un qui aime encore plus ces deux choses-là, et cette personne se trouve derrière la caméra, et c'est elle qui va venir vous en parler. Si, allez, dépêche-toi, viens, voilà, prends ça, maintenant c'est toi qui t'en occupes, moi j'ai autre chose à faire, bon courage. Salut. Alors, quel film? Pas exactement le film de la décennie, mais quel film? Quasi chaque plan propose quelque chose. Une façon de mettre en scène très propre à Lee Whannell et son amour pour les mouvements de caméra très secs, brusques, presque robotiques, que l'on retrouvait déjà dans son Upgrade. Mission to operate independently. Permission granted. Thank you. On sent que Whannell adore les technologies et le bidouillage, et c'est pas étonnant quand on connaît sa capacité à faire des films avec 3 millions de budget qui semblent en avoir coûté 10 fois plus. On lui donne un scénario, un budget, le mec fouille, élague, réfléchit et sort un film intéressant. C'est littéralement un gosse obsessionnel à qui on a donné une caisse à jouer et qui est parti s'éclater avec pendant 4 heures. Et tout ça se ressent aussi dans sa narration et l'utilisation qu'il fait de ses personnages. Surtout l'utilisation bien pensée qu'il fait des subtilités de ces derniers. Tu as un mec invisible qui te poursuit ? Balance-lui de la peinture dessus pour rééquilibrer la situation. Simple, efficace. En fait, Lee Whannell, c'est vraiment ça. Travailler le 21e siècle et ses technologies, et y inscrire les monstres dedans, en prenant le point de vue de la victime et non plus de la créature. Ou c'est l'inverse ? On en parlera dans une vidéo dédiée au cinéaste. Dans tous les cas, je suis d'accord avec Mathis quand il dit que... Je peux donc pas m'empêcher d'être excité par les premières images de son Wolfman, mais aussi par les annonces du Frankenstein de Del Toro, qui avait déjà proposé une relecture de la créature du lac noir avec son Shape of Water, mais aussi du The Bride de Maggie Gyllenhaal, etc., etc. Parce que les Universal Monsters devraient être utilisés par des auteurs à qui on laisse une grande maîtrise et l'occasion de poser leur marque et leur vision sur la figure qu'ils ou elles adaptent. Un budget contraignant mais offrant de la liberté. Il s'agit d'un modèle qui essaye de perpétuer, non sans défaut et prise de décision discutable, je dis pas le contraire, Blumhouse, notamment avec des cinéastes comme James Wan ou Lee Whannell justement. Il est grand temps de reprendre le contrôle de nos imaginaires avec des projets plus simples, plus humbles. Arrêtez de chercher de blockbusteriser chaque propriété intellectuelle qui peut l'être à coût de 100-150 millions de dollars. Ça a aucun sens d'un point de vue de la production et des attentes du public. Donnez-nous plutôt des visions uniques gérées par leurs auteurs et leurs autrices. Parce que, et même si c'est encore un peu trop tôt pour le dire, il n'y a qu'avec ce type de production et de projet que des artisans comme Lee Whannell pourront un jour peut-être devenir les nouveaux James Whale et Todd Browning en nous offrant une version contemporaine, moderne et passionnante des Universal Monsters.